Ma femme a jeté mes médicaments pour me punir. Puis elle a dit à mes proches que j'exagérais pour attirer l'attention. Je suis un homme de 41 ans. Le jour où j'ai trouvé mes boîtes de médicaments écrasées au fond de la poubelle, avec encore mon nom visible sur les étiquettes, j'ai compris que ma santé n'était plus en danger seulement à cause de ma maladie, mais à cause de la personne qui dormait dans mon lit depuis des années. Jusqu'à ce moment-là, je pensais avoir une épouse dure, injuste, méprisante parfois, mais pas quelqu'un capable de jouer avec ce qui me maintenait en vie. J'ai une maladie chronique du cœur. Pas un petit problème. Une vraie pathologie suivie par un cardiologue, avec un traitement lourd, plusieurs comprimés par jour, des prises à heure fixe, des contrôles réguliers. Les médecins me l'ont répété dès le début. Si j'arrête, si je saute des doses, les risques explosent. Crise, hospitalisation, séquelles. Ma vie tient sur ces comprimés. Je le sais, eux aussi. Ma femme le sait très bien. Elle était là quand on nous a tout expliqué. Au début, elle jouait le rôle de la femme inquiète. Elle venait avec moi au rendez-vous. Elle posait des questions. Elle prenait des notes sur les ordonnances. Elle se présentait comme celle qui allait m'aider à tenir. Devant les médecins, elle parlait de soutien, de régime adapté, d'horaires respectés. Elle donnait l'image parfaite. Entre les rendez-vous, c'était différent. Très vite, ma maladie est devenue un sujet de reproche. Elle disait que je compliquais tout. Que je coûtais trop cher. Que je plombais notre vie. Ma fatigue lui servait d'argument pour m'accuser de tout. Quand je ne pouvais pas faire une tâche, elle le prenait comme une preuve que j'exagérais. Quand je faisais un effort et que je finissais plié en deux, elle me disait que je dramatisais. Elle n'acceptait pas le concept de limite. Pour elle, soit j'étais allongé aux urgences, soit j'étais censé fonctionner comme si je n'avais rien. Entre les deux, c'était du théâtre. Elle répétait auprès de tout le monde que j'avais un caractère fragile. Avec le temps, elle a commencé à utiliser ma maladie comme une arme dans les disputes. Elle disait que je me cachais derrière mon état pour ne pas assumer. Elle me balançait que d'autres personnes travaillaient avec pire. Elle minimisait ce que les médecins avaient expliqué. Elle racontait à nos proches que je ne respectais pas vraiment mon traitement, alors que j'étais celui qui posait des alarmes sur son téléphone pour ne rater aucune prise. Elle inversait tout. À force de la répéter, certains ont fini par la croire. Ma famille n'est pas très informée sur la santé. On a grandi avec cette idée que les hommes doivent tenir. Pas se plaindre. Pas parler de douleur. Pas montrer que ça craque. Ma femme a profité de ça. À chaque repas, elle glissait des remarques. Elle disait que je restais dans le rôle du malade. Elle racontait que je me plaignais pour un rien. Elle me faisait passer pour quelqu'un qui profite de sa situation pour se déresponsabiliser. À force, même mes propres parents ont commencé à me poser des questions à moitié accusatrices. La réalité, c'est qu'en plus du traitement, je faisais tout pour garder une vie à peu près normale. Je travaillais, même si le médecin m'avait conseillé de lever le pied. Je m'occupais des enfants, des courses, des démarches administratives. Ma femme, elle, choisissait ce qui l'arrangeait. Quand elle voulait un argument pour dire qu'elle portait tout sur ses épaules, elle amplifiait ma maladie. Quand elle voulait me humilier devant les autres, elle la minimisait. Elle s'en servait dans les deux sens. Les premiers incidents autour de mes médicaments ont été discrets. Une boîte déplacée. Une plaquette entamée qu'il me semblait avoir posée ailleurs. Des comprimés manquants. Au début, j'ai pensé à ma propre fatigue. Je me suis dit que j'avais oublié. La maladie provoque aussi des troubles de la mémoire, des moments de flottement. Je me suis remis en question au lieu de soupçonner quelqu'un. J'ai doublé de vigilance. J'ai noté les heures de prise. J'ai compté les comprimés. Je voulais être sûr de ne pas me tromper. Un soir, j'ai cherché une boîte entière que je savais avoir rangée dans le placard. Impossible de la trouver. J'ai fouillé partout. Ma femme a regardé ma panique avec un air lassé. Elle a dit que je me stressais pour rien, que je devrais juste demander un renouvellement plus tôt. Elle a prétendu ne pas savoir où c'était passé. Elle a ajouté que, de toute façon, le médecin en rajouterait. Elle parlait de mon traitement comme d'un stock de pâtes qu'on peut racheter en urgence. Quelques jours après, j'ai eu un malaise. Pas un léger vertige. Une vraie perte de souffle, des douleurs dans la poitrine, des tremblements. J'ai fini aux urgences. Les médecins ont demandé si j'avais bien pris mes médicaments. J'ai répondu oui, parce que je le croyais. Ils ont vérifié dans mon sang.
Ils ont vu que les taux ne correspondaient pas au schéma normal. Ils ont commencé à me regarder autrement. Ils ont supposé que je n'étais pas observant. Mon dossier s'est chargé de mots comme compliance irrégulière. Sans savoir qu'à la maison, quelqu'un commençait déjà à jouer avec mes boîtes. À mon retour, ma femme a lancé une nouvelle phase. Elle a commencé à parler devant les proches de ma dépendance aux médicaments. Elle disait que je ne vivais qu'à travers ça. Elle insinuait que je me rendais malade en focalisant dessus. Elle racontait que je me créais des symptômes. Elle présentait ma maladie comme un outil pour attirer l'attention. Elle disait que les gens me plaignaient trop. Elle laissait entendre que je profitais de la situation pour obtenir de la compassion. Plus elle disait ça, plus les autres se permettaient des phrases blessantes. Un cousin a plaisanté sur mon drama. Un ami a glissé que je devais penser à autre chose qu'à ma santé. Même ma mère a fini par me lancer une remarque sur mon obsession aux décomprimés. À chaque fois, je sentais que ça venait d'elle, de ma femme. Elle alimentait une image de moi qui m'enfermait. Je devenais le mari fragile qui exagère, celui qu'on tolère mais qu'on ne prend pas vraiment au sérieux. Un jour, on s'est disputé violemment sur un autre sujet. L'éducation des enfants, l'argent, les tâches ménagères, peu importe. Chez nous, tout finit par devenir une accusation générale. Elle a repris son discours habituel. Elle m'a reproché de me servir de ma maladie comme excuse. Elle a lancé que sans traitement, je verrais que je peux fonctionner normalement. Elle a dit que j'étais accro à mon rôle de patient. Sur le moment, je n'ai pas répondu. J'étais épuisé. Le lendemain, j'ai senti quelque chose de différent. Je me suis levé avec une sensation étrange. Un mélange de fatigue et de vide. J'ai voulu prendre mes médicaments à l'heure habituelle. Je suis allé vers le placard. Il était presque vide. Il manquait plusieurs boîtes. Celle du matin. Celle du soir. Celle pour le cœur, pour la tension. Il ne restait qu'une ou deux plaquettes entamées. J'ai senti la panique monter. J'ai fouillé tous les tiroirs. Rien. C'est en allant jeter un sachet de la cuisine que j'ai vu mes boîtes, écrasées, au fond de la poubelle. Certaines ouvertes, comprimées encore dedans. D'autres déchirées. Les étiquettes avec mon nom, ma date de naissance, la mention un traitement chronique. Tout ça mélangé à des restes de nourriture, à du café renversé, à des emballages. Voir mon traitement dans cet état, c'était voir ma survie traitée comme un déchet. Ma femme était dans le salon. Elle regardait son téléphone. Je suis resté un moment, figé, avec le sac poubelle ouvert. J'ai senti quelque chose se casser en moi. Il ne s'agissait plus de remarques ou de phrases humiliantes. Là, c'était un acte concret. Elle avait pris mes boîtes, elle les avait jetées. Volontairement. Elle savait ce que ça représentait. Elle savait ce que disait le cardiologue sur l'importance de ne pas interrompre le traitement. Elle avait pris ma vie entre ses mains et elle l'avait balancée dans le sac comme une punition. La suite a été encore plus sale. Au lieu de reconnaître, elle a nié. Elle a dit que j'avais dû les mettre là moi-même sans m'en rendre compte. Elle a insinué que j'avais besoin de prouver que je suis malade au point de jeter mes propres médicaments pour ensuite accuser quelqu'un. Elle a retourné la situation. Elle a utilisé ma vulnérabilité contre moi. Elle disait que je devenais parano. Elle n'a pas parlé du fait que je sortais à peine d'une hospitalisation. Elle ne voyait que l'occasion de me décrédibiliser. Je n'ai pas eu le luxe de rester dans la cuisine à réfléchir. Sans mes médicaments, je risquais une nouvelle crise. J'ai appelé le cabinet du cardiologue. J'ai expliqué que mes boîtes avaient été détruites, sans entrer dans les détails. Ils ont pris ça comme un accident domestique. Ils m'ont refait une ordonnance. Ma femme a entendu la conversation. Elle a roulé des yeux. Plus tard, elle a raconté au téléphone à une amie que j'étais encore en train de faire des histoires pour quelques boîtes, comme si ce n'était rien. La vraie violence est arrivée après, quand elle a commencé à parler de cet épisode à mes proches. Elle a dit à ma sœur que j'avais perdu la raison, que j'accusais tout le monde. Elle a raconté que j'avais prétendu qu'elle jetait mes médicaments pour me punir. Elle a ajouté que c'était faux, que je jouais la victime. Elle a présenté cela comme un signe que ma tête allait mal. Elle disait que je me servais de ma maladie pour exister. Elle a semé cette idée partout. Ma sœur m'a appelé. La conversation n'était pas neutre. Elle m'a demandé si je n'allais pas trop loin. Elle m'a dit que ma femme lui avait raconté que je l'accusais de choses graves. Elle m'a demandé si je n'étais pas en train de déraper psychologiquement.
Elle n'a pas commencé par me demander comment je me sentais, ni comment s'était passée l'hospitalisation. Elle a commencé par douter de moi. C'est là que j'ai vu à quel point le discours de ma femme avait déjà contaminé tout le monde. Même mes parents ont été touchés. Ma mère m'a parlé comme à un enfant. Elle m'a dit que la maladie peut monter à la tête, que la peur fait dire des choses. Elle m'a demandé de faire attention à ce que j'accusais les autres de faire. Elle ne comprenait pas que je ne parlais pas d'un simple ressenti, mais d'une poubelle pleine de boîtes à mon nom. Elle ne m'a pas demandé de preuves. Elle partait du principe que ma femme ne ferait jamais ça. Elle préférait imaginer que je délirais. Ce jour-là, j'ai compris que ma parole sur ma propre santé ne valait plus rien dans les yeux de ceux qui étaient censés me connaître. Ma femme avait pris une décision concrète en jetant mes médicaments. Puis elle avait pris le contrôle du récit en disant que j'exagérais, que je me mettais en scène. Elle avait réussi, en quelques phrases, à me faire passer de victime d'un acte grave à suspect d'une manipulation émotionnelle. Mon cardiologue, lui, ne voyait que les chiffres. À la visite suivante, il a remarqué que mes constantes n'étaient pas stables. Il a insisté sur l'importance du traitement. Il m'a rappelé les risques. Il a écrit dans mon dossier qu'il craignait un manque d'adhésion. Je lui ai dit que je prenais tout. Je n'ai pas eu le courage, ce jour-là, de lui expliquer que ma femme avait jeté mes boîtes. J'avais peur qu'il me regarde comme les autres, comme quelqu'un qui cherche une excuse. Je me suis retrouvé piégé entre la réalité et la peur de ne pas être cru. Plus le temps passait, plus ma femme se servait de cet épisode pour renforcer son récit. À chaque fois que je parlais de fatigue, elle disait devant tout le monde que je dramatisais. Elle racontait que je m'étais déjà inventé une histoire de médicaments jetés. Elle utilisait cette expression. Histoire. Elle transformait un fait en anecdote. Elle me coupait la route. Comment expliquer sérieusement un problème quand la personne qui vit sous le même toit affirme partout que tu te montes la tête? Je voyais bien que les autres commençaient à adopter ces phrases. On me disait que j'étais trop dans mon corps, que je devrais moins écouter mes sensations. On me montrait comme exemple l'un ou l'autre voisin malade qui ne se plaint jamais. On me renvoyait l'image du gars qui se regarde trop. C'était plus facile pour eux de croire que j'exagérais que d'admettre que quelqu'un en était arrivé à manipuler des boîtes de médicaments pour punir son mari. Cette punition n'était pas une erreur de moment. C'était cohérent avec tout ce que ma femme avait construit depuis des années. Elle ne supportait pas que je sois fragile. Elle ne supportait pas que quelque chose me mette à terre. Elle voulait un mari utile et performant, pas impatient. Plutôt que de s'adapter à la réalité, elle a préféré attaquer cette réalité elle-même. Elle a voulu reprendre le contrôle sur mon corps en sabrant ce qui le stabilisait. Après cet épisode, ma santé a continué à se dégrader par petites marches. Rien de spectaculaire au début. Pas de grosses crises tous les jours. Mais des signaux constants. Fatigue écrasante. Essoufflement pour des efforts ridicules. Palpitations au moindre stress. Chaque fois, je le sentais venir. Chaque fois, je voyais dans les yeux de ma femme une lassitude agressive. Elle ne cachait même plus que ma fragilité l'exaspérait. Elle me regardait comme un poids. Un soir, j'ai eu un malaise plus violent. Douleur dans la poitrine, sueur, vertige. Les enfants étaient là. Ils m'ont vu m'appuyer au mur. Ils ont eu peur. Ma femme a pris le téléphone, mais pas pour appeler tout de suite les secours. Elle a d'abord appelé sa mère. Je l'entendais dans la cuisine dire que j'étais encore en train de faire une scène. Elle répétait que je me plaignais tout le temps. Elle a fini par appeler les urgences quand j'ai commencé à vomir. Pour elle, c'était presque une faveur. À l'hôpital, les médecins ont constaté un déséquilibre dans le traitement. Ils ont encore posé les mêmes questions. Prise régulière ou non? Respect des doses ou non? Ils ont noté que mes valeurs n'étaient pas celles attendues chez un patient observant. Je voyais leurs sourcils se froncer. Dans leurs yeux, je devenais un patient compliqué. Pas séreux. Ils ne savaient pas ce qui se passait chez moi. Ils ne savaient pas que quelqu'un sabotait dans l'ombre ce qu'ils prescrivaient en blanc sur leurs ordonnances. Pendant cette hospitalisation, il y a eu 2 visites qui ont tout clarifié dans ma tête. La première, celle de ma femme. Elle est venue une fois. Elle s'est assise 5 minutes. Elle a posé son téléphone sur la table, écran allumé sur une conversation avec une amie. Elle m'a parlé de tout sauf de ma santé. Elle m'a glissé au passage que tout le monde trouvait que je dramatisais, que je devrais faire un effort pour relativiser. Elle n'a pas posé de questions au médecin. Elle est repartie en laissant une impression de spectatrice, pas de partenaire.
La seconde visite, c'est celle d'une infirmière qui m'a parlé sans détour. Elle m'a demandé si tout allait bien à la maison, au-delà de ma maladie. Elle a dit qu'elle voyait des patients dont le traitement ne déraillait pas à cause de leur négligence, mais à cause de leur entourage. Elle m'a dit que parfois, des conjoints contrôlent les médicaments pour garder un certain pouvoir, pour punir, pour se venger. Elle ne parlait pas de mon cas en particulier, mais ces mots tombaient pile. Je n'ai pas osé tout lui dire sur le moment, mais c'est la première personne qui a mis des mots sur ce que je vivais. En sortant de l'hôpital, j'ai décidé de reprendre le contrôle de mon traitement. J'ai acheté une petite armoire métallique à fermer. Je l'ai installée dans notre chambre. J'y ai rangé mes boîtes. J'ai gardé la clé en permanence sur moi. J'ai dit à ma femme que c'était pour être mieux organisée. Elle a compris que je la tenais à distance. Son visage a changé. Elle s'est sentie mise à l'écart. Elle l'a pris comme une offense. Elle a tout de suite réagi en racontant à son entourage que je devenais secret, que je ne faisais plus confiance à personne. À partir de là, sa stratégie a évolué. Elle a un peu lâché les boîtes elle-même, parce qu'elle n'y avait plus accès. Elle a commencé à attaquer ce que les autres pensaient de moi. Elle s'est mise à dire partout que j'étais obsédé par la maladie. Elle racontait que je verrouillais mes médicaments comme un trésor. Elle disait que je passais mon temps à parler de mes taux, de mes constantes. Elle me présentait comme un homme incapable de penser à autre chose qu'à sa santé. Elle me réduisait à ça. À chaque réunion de famille, le sujet finissait par arriver sur la table. Jamais par moi. Toujours lancé par quelqu'un qui avait entendu quelque chose. On me faisait des remarques à peine déguisées. On me disait de vivre un peu, de ne pas m'enfermer dans le rôle du malade. Certains répétaient mot pour mot ce que ma femme leur avait dit en privé. Ils me disaient que je punissais tout le monde avec mes angoisses. La phrase qui revenait le plus souvent, c'était que j'exagérais pour attirer l'attention. Un copier-coller de sa bouche. Pendant ce temps, ma santé continuait à me rappeler que le problème n'était pas dans ma tête. Les jours sans symptômes constants existaient, mais ils étaient rares. Les examens confirmaient l'évolution de ma maladie. Les médecins ajustaient les doses. Ils insistaient sur la rigueur du traitement. Ils ne savaient pas que, de retour à la maison, je devais gérer un double combat. Celui contre la pathologie et celui contre le discours qui présentait tout comme du théâtre. Les enfants se retrouvaient coincés au milieu. Ils entendaient leur mère parler de moi comme d'un père qui se plaint trop. Ils me voyaient parfois plié en deux dans le canapé, le visage pâle. Ils vivaient deux versions de la réalité. L'une visuelle, brute, où leur père a du mal à monter les escaliers. L'autre verbale, où ce même père est accusé de jouer un rôle pour se faire plaindre. Je voyais leurs regards hésitants. Ils ne savaient plus quoi croire. Ils ne savaient plus s'il fallait s'inquiéter ou se moquer. Un jour, une scène a fini de me réveiller définitivement. Ma femme parlait au téléphone avec une amie dans le salon. Elle pensait que je n'entendais pas. Elle expliquait que si je m'écroulais un jour pour de bon, il faudrait presque que ça arrive devant un médecin, sinon personne ne la croirait. Elle disait que j'avais tellement exagéré que même une vraie crise lui semblerait suspecte. Elle riait en disant ça. Elle traitait l'hypothèse d'un arrêt cardiaque comme une anecdote. Je me suis vu à travers ces phrases. Pour elle, je n'étais plus un mari malade. J'étais un homme qui mérite d'être puni pour chaque faiblesse. Mon traitement, mes symptômes, mes examens, tout passait par son filtre. Si ça l'arrangeait, c'était grave. Si ça la dérangeait, c'était exagéré. Elle ne voyait plus les médecins, les chiffres, les ordonnances. Elle ne voyait que sa fatigue à elle, son irritation, sa frustration. Elle avait besoin que le monde entier valide sa version. Alors elle racontait que je dramatisais. À un moment, la sécurité ne pouvait plus passer uniquement par un tiroir verrouillé. J'ai pris rendez-vous avec un psychologue, pas pour m'entendre dire que tout est dans ma tête, mais pour avoir un regard extérieur sur ce que je vivais. Je lui ai raconté les boîtes jetées, les paroles, les mensonges auprès des proches. Il a mis un mot dessus. Violence psychologique. Il m'a dit que c'était courant que des personnes utilisent la maladie d'un conjoint comme un outil de pouvoir. Il m'a dit que ce que ma femme faisait en jetant mes médicaments n'était pas un geste banal, mais un acte de violence réelle. Il m'a aussi dit une chose que je ne voulais pas entendre. Rester dans ce système allait finir par me casser complètement, physiquement et mentalement. Mon corps était déjà attaqué par la maladie. Ma tête, elle, était attaquée par le doute permanent. Je commençais à me demander si je n'exagérais vraiment pas.
Je relisais mes propres sensations à travers les phrases de ma femme. Parfois, je me surprenais à minimiser une douleur pour ne pas lui donner raison. C'était dangereux. Le déclic est arrivé lors d'un dernier épisode. Un matin, je me suis réveillé avec une douleur forte dans la poitrine. J'ai pris mes médicaments à l'heure. La douleur ne passait pas. J'ai prévenu ma femme que je préférais appeler les urgences. Elle a levé les yeux au ciel. Elle a lâché devant les enfants que j'allais encore faire mon spectacle. Elle a refusé d'appeler. C'est mon fils aîné qui a pris le téléphone et qui a demandé l'ambulance en voyant que je n'arrivais plus à parler sans m'arrêter. Les secours sont arrivés. Ils ont constaté une situation sérieuse. Ils m'ont emmené. Dans l'ambulance, l'un d'eux m'a demandé si j'avais un problème de tension à la maison. Pas la tension artérielle, l'autre. Il avait vu assez de foyers pour reconnaître les signes. Je lui ai répondu vaguement. J'avais honte. Honte d'être un adulte malade pris entre une femme qui jette des boîtes et des enfants qui appellent le SAMU à ma place. À l'hôpital, le médecin de garde a été direct. Il m'a demandé si j'avais quelqu'un de fiable pour m'aider à suivre mon traitement. Il a dit qu'il y avait des incohérences dans la régularité. J'ai senti que c'était le moment ou jamais de dire la vérité. J'ai expliqué ce que ma femme avait fait. J'ai parlé des boîtes détruites, des phrases, des mensonges à mes proches. Il a écouté sans émettre d'avis sur ma vie privée. Mais il a noté un fait. Mon environnement n'était pas sécurisant pour un traitement aussi lourd. Une assistante sociale est venue me voir le lendemain. Elle a posé des questions sur la dynamique à la maison. Elle m'a parlé de la possibilité de mettre en place un passage infirmier pour sécuriser les prises de médicaments. Elle a évoqué aussi, sans me forcer, la question de la séparation. Elle m'a dit qu'au bout d'un moment, il faut choisir entre préserver le cadre familial à tout prix ou sa propre survie. Elle ne parlait pas en l'air. Elle voyait passer des dossiers où des conjoints malades se faisaient littéralement détruire par ceux censés les soutenir. Je suis rentré à la maison avec un dossier plus lourd que mon sac. Ordonnance, compte rendu, coordonnées de l'assistante sociale, liste de numéros d'urgence. Ma femme m'attendait. Elle avait déjà préparé sa version. Elle a dit aux enfants que si j'avais de nouveaux papiers, c'est que les médecins m'avaient encore mis des choses en tête. Elle a insinué que les soignants encouragent les patients à dramatiser pour vendre des consultations. Elle trouvait toujours un angle pour décrédibiliser ce qui ne collait pas à son récit. Cette fois, je n'ai pas argumenté. Je lui ai juste dit que j'allais prendre un peu de distance. Elle a explosé. Elle a dit que tout le monde allait la prendre pour une mauvaise épouse. Elle a juré qu'elle avait tout supporté. Elle a dit que je la punissais parce qu'elle était honnête sur mon attitude. Elle répétait que je jouais la victime partout. Elle essayait encore de me faire porter la responsabilité de son propre comportement. Je l'écoutais parler et je voyais un mur. Aucun regret. Aucun recul. Juste la peur du regard des autres. J'ai quitté la maison quelques semaines plus tard. Pas dans un grand geste héroïque. Juste avec une valise, mes documents médicaux et mon armoire de médicaments sous le bras. Les enfants ont pleuré. Je leur ai expliqué que j'avais besoin d'un endroit où je pourrais me soigner sans conflit. Je n'ai pas parlé de leur mère en termes de monstre. Ce n'est pas leur rôle de porter ça. Ils verront eux-mêmes, plus tard, qui était qui. Pour l'instant, je protège mon corps. C'est déjà beaucoup. Ma femme a immédiatement lancé sa version. Elle a dit à tout le monde que je l'avais abandonnée alors qu'elle avait tout donné pour moi. Elle a raconté que je me suis enfui pour continuer à jouer le malade sans témoin. Elle a répété que j'exagérais pour attirer l'attention de l'hôpital, de la famille, de tout le monde. Elle s'est présentée comme la victime d'un mari ingrat. Elle n'a jamais mentionné les boîtes dans la poubelle, les urgences refusées, les phrases devant les enfants. Mes proches se sont divisés. Certains ont enfin ouvert les yeux. Ils ont repensé à des détails. Des remarques. Des attitudes. Ils ont compris que mon récit tenait debout. D'autres restent coincés entre deux visions. Ils ne veulent pas prendre parti. Ils disent que la vérité est au milieu. Ils refusent d'admettre qu'une personne peut vraiment jeter les médicaments d'un conjoint malade pour le punir. Ça les dépasse. Ils préfèrent se protéger mentalement en imaginant que j'exagère. C'est plus confortable que d'accepter l'existence de ce type de cruauté. Moi, je continue ma vie avec 2 cicatrices. Une dans le corps, visible sur les comptes rendus médicaux. L'autre dans la tête, invisible, mais plus profonde. Je ne regarde plus un pilulier de la même façon. Chaque comprimé me rappelle qu'un jour,
quelqu'un a décidé que j'en dépendais assez pour les utiliser comme sanction. Chaque prise alors est aussi un rappel qu'à un moment, on a essayé de me prouver que j'étais fou de m'y attacher. Ma femme a jeté mes médicaments pour me punir. Puis elle a dit à mes proches que j'exagérais pour attirer l'attention. Elle a détruit plus qu'une boîte de comprimés. Elle a cassé la confiance que j'avais dans le mot épouse. Elle a planté le doute dans la tête de mes proches sur ce que je ressentais dans mon propre corps. Le jour où j'ai compris ça, j'ai choisi de préserver la seule chose qu'elle ne pouvait pas décider à ma place, mon droit de rester en vie sans subir en plus la punition de celui ou celle qui refuse de voir la réalité. Pour des histoires encore plus captivantes, essayez Audible gratuitement pendant 1 mois. Lien en description.